Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de travailler autre chose? Ah, du coup, il y a d'autres mains qui se lèvent. Bonjour. Une entorse qui a du mal à guérir, d'accord. Alors, moi n'étant pas médecin, je ne vais pas travailler sur la partie guérison. Sur la symbolique, d'accord. Ok. Sur la douleur, il y a un risque si on travaille sur la douleur, sur une entorse, c'est que tu utilises ton pied ou ta main, je ne sais pas si c'est une entorse du pied ou de la main, mais que tu utilises en tout cas ton corps comme s'il n'y avait rien. Et ça ne serait pas très bon pour la guérison. Maintenant, ce qu'on peut faire, par contre, c'est faire en sorte que quand il n'y a pas de danger, imaginons, je ne sais pas, est-ce que tu as mal quand tu t'allonges et que tu dors, par exemple? Est-ce que ça t'empêche? Non? D'accord. Parce que là-dessus, on peut couper la douleur dans des moments où il n'y a pas de problème pour le corps, par exemple. Mais c'est vrai que, tu vois, sur la douleur, c'est différent si une personne me dit, tiens, j'ai mal quelque part, j'ai fait des examens, il n'y a rien, on me dit que c'est psychologique, on peut travailler tout de suite sur la douleur. S'il y a une douleur qui a une origine physique, le risque de l'enlever, c'est qu'ensuite, pour un diagnostic, pour voir si ça guérit vraiment ou pas, ça peut être un petit peu gênant. Maintenant, si ça te tente, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut travailler sur la symbolique de ça. Il se peut que ça apaise aussi la douleur, mais je ne vais pas travailler à te l'enlever, cette douleur-là. Ça te va? Ouais. Il y a plein de paramètres dans l'hypnose. Vous savez, par exemple, les gens me demandent parfois, mais qu'est-ce qui fait que l'hypnose de spectacle, par exemple, peut fonctionner aussi vite? Et qu'est-ce qui fait que quand on fait une séance en cabinet, souvent on prend beaucoup plus le temps? Et je trouve que c'est toujours intéressant d'expliquer un petit peu ça parce qu'on va faire quelque chose qui est un petit peu différent là et vous allez voir que ce n'est pas la même façon de rentrer dans l'état d'hypnose. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà qu'il y a plein de façons d'entrer dans l'état d'hypnose. Des façons rapides, des façons lentes. En tant que praticien, on va choisir la façon adaptée. On est rarement dans une séance d'hypnose pressée, en fait, puisqu'on a souvent 1 heure, voire 1 heure et demie avec quelqu'un. On n'est pas à 30 secondes près. Maintenant, dans un cas d'urgence, il y a des urgentistes, par exemple, qui utilisent l'hypnose. Ils ne passent pas une demi-heure à hypnotiser quelqu'un. Si une personne, par exemple, je ne sais pas, a vécu un accident et souffre, c'est bien de soulager sa douleur tout de suite, par exemple. On ne va pas passer par 1000 chemins détournés. Et donc en spectacle, c'est ce qu'on retrouve aussi, c'est des hypnoses qui sont assez rapides. Ce qui fait que ça marche, il y a plein de choses, mais il y a le contexte. Si vous allez voir un spectacle d'hypnose, il y a toute une mise en scène, il y a toute une mise en condition, qui fait que les personnes qui vont venir sur scène, qui ont souvent même été testées avant, parce qu'on fait souvent 1 ou 2 tests en hypnose de spectacle pour ne prendre que les gens qui ont déjà passé ces tests-là, c'est passer au tamis un peu le public. Les gens qui vont venir sont participatifs, ils ont envie, ils sont dans le jeu. Et derrière ça, on va mettre une très grande rapidité pour ne pas les laisser réfléchir. Et là, ça va être entraînant. Et une personne va se laisser aller très très vite. En accompagnement, on fait plus rarement ça parce qu'on a besoin d'un rapport de confiance. On va aller travailler sur des choses qui sont assez personnelles, parfois assez délicates. Et un rapport de confiance, ça ne se construit pas dans l'urgence ou dans quelque chose qui est pressé, ça se construit en prenant le temps, en englobant un peu le fonctionnement. Il faut que quelqu'un se dise, tiens, c'est agréable cet état-là. Et puis je vais à sa rencontre doucement aussi dans cet état-là. Si la personne est en confiance, on peut quelquefois accélérer. Et c'est pas que ça ne marcherait pas, c'est que si on accélère trop sans le rapport de confiance, une personne peut prendre un petit peu peur, et puis du coup ne pas être à l'aise avec l'état d'hypnose ou pour y retourner. Et là, ça nous embête en tant que praticien, parce que si quelqu'un y allait mais n'a pas envie d'y retourner sur une deuxième séance, là on va galérer un petit peu. Donc autant créer souvent un bon état d'hypnose progressivement, prendre le temps de construire avec la personne ce qui lui convient, faire en sorte qu'elle aime cet état, qu'elle l'apprivoise. Comme ça, quand il faudra y retourner, elle y retournera très très facilement. Vous avez vu par exemple, comme tout à l'heure, quand tu y es retourné, ça allait beaucoup plus vite que la première fois. Il y a un effet d'entraînement en plus à l'état d'hypnose qui se crée. Quelqu'un qu'on a déjà hypnotisé 1 ou 2 fois, il y retourne très vite. Parce qu'il connaît le mécanisme, il connaît le chemin, il sait s'y repérer et il sait le retrouver. Tu t'appelles comment? Carole. Carole. Et elle est où cette entorse? Juste sur le dessus, là. Sur le dessus, d'accord, ok. Tu dis que ça a du mal à guérir, ça fait combien de temps? Plus de 2 mois. Ah, plus de 2 mois pour une entorse, d'accord. Ah, oui, ok. Je suis faite début novembre, donc... D'accord. Ouais. Et tu sais, qu'est-ce qui se passe toi qu'est-ce qui fait que ça dure 2 mois comme ça ou... De base, quand j'ai ce genre de problème, c'est toujours très long. C'est toujours très long, Ouais, d'accord. C'est sur des mois, voire années à Ok. récupérer. Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de travailler là-dessus? J'ai envie de venir à votre formation et d'être bien en forme. D'accord. On marche pas trop pendant la formation, mais... Il y a le trajet. Il y a le trajet, d'accord. Ok. Sinon, oui, c'est du taxi tous les jours, ça va être un peu... Ça va pas aller. D'accord. Ok, c'est une bonne motivation. C'est la première fois qu'on me sort ça. Ok. Et en même temps, au-delà de cette motivation de l'immédiat, tu m'as dit travailler sur la symbolique. Tu pensais à quoi?
En fait, j'ai fait un burn-out au mois de mars. Donc, j'ai récupéré petit à petit. Et c'est des séances d'hypnose qui m'ont vraiment aidée. D'accord, ok. Ça a été ta découverte de l'hypnose? Oui, d'accord. Oui. Et je suis partie faire de la randonnée, de la marche en Bretagne. Et là, je me suis fait mon entorse. D'accord. Alors que je devais normalement faire un stage d'auto-hypnose avec la personne qui m'avait mis sous hypnose et qui a fait sa formation ici. D'accord, d'accord. Et bon, j'y suis allée avec les cannes et on a fait les courageux. Et voilà, ça m'a donné envie aussi de continuer. Mais cela étant, j'arrive pas à régler ce problème de... D'accord, d'accord. Qui reste, voilà. Pour moi, le premier lien que j'ai fait, c'est un peu comme une rupture entre peut-être le passé et le fait que j'ose pas aller vers l'avenir. D'accord, d'accord. C'est vrai qu'on peut toujours s'intéresser à la symbolique des choses. Là, c'est juste un petit éclairage pour ceux qui sont là. À la limite, n'écoute pas trop ce que je vais dire. Bouge-toi les oreilles. Ouais, c'est intéressant cette question de la mise en symbole des problèmes et tout ça. Moi, j'ai toujours un double regard là-dessus. À la fois, je trouve ça hyper intéressant, puis après, il y a toujours le risque aussi, quelquefois, de voir des symboles partout. Et c'est difficile de trouver où on en est. Ce qui me semble important en tant que praticien, c'est toujours de faire confiance en la personne qui amène une explication symbolique. C'est-à-dire que ce que je me méfie en tant que praticien, c'est de vouloir, moi, mettre des explications symboliques sur ce que vivent les gens. Mais quand quelqu'un arrive avec sa perception symbolique des choses, ça me semble très important d'y faire attention. Et de partir de là pour voir ce qui peut être exploré. Parfois, il y a des gens qui, au cœur d'une séance d'hypnose, vont derrière cette symbolique et trouvent quelque chose. Parfois, il y a des gens qui vont simplement visiter cette première symbolique et s'apercevoir que c'était vraiment ça. Parfois, c'est juste la première étape d'un chemin. Enfin, il y a plein d'hypothèses possibles, mais on part toujours de la personne et de ce qu'elle apporte. Ça aussi, je crois que c'est une des spécificités de l'hypnose. On se dit en hypnose que la solution, elle est déjà à l'intérieur de la personne. Et que finalement, dans cet intérieur, on peut l'aider à comprendre, à percevoir différemment les choses. Et pour ça, le mécanisme de l'hypnose, si on devait le mettre en symbole, c'est de renvoyer l'autre à lui-même. Moi, en tant que praticien, je suis juste un médium qui ramène la personne à elle-même. J'essaie de ne rien apporter de moi, quasiment, parce que j'ai l'impression que si j'apportais quelque chose de moi autre que l'accompagnement et le contexte et le cadre, j'interférais avec son vécu. Par contre, si je renvoie une personne à elle-même, que je la mets en miroir vis-à-vis d'elle-même, et que je l'amène à rentrer progressivement dans cette perception qu'elle a d'elle-même, là, il peut se passer quelque chose d'intéressant. C'était l'hypothèse d'Erickson qui disait il n'y a rien besoin d'ajouter chez quelqu'un, il y a juste besoin de lui faire confiance. Et ce que devrait apprendre n'importe quel praticien dans une discipline, enfin Erickson disait ça, c'est juste à vraiment faire confiance aux gens qu'il reçoit. Moi, ce que je trouve beau dans le personnage d'Erickson, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce psychiatre qui a vraiment fait énormément avancer l'hypnose au siècle dernier, c'est qu'il avait une très grande confiance en l'autre. Je me rappelle la première formation d'hypnose que j'avais fait, le formateur disait il faut avoir confiance en vous, en vous-même. Et il y avait un truc qui me paraissait bizarre là-dedans. Pourquoi j'aurais confiance en moi? C'est pas moi qui vais changer finalement quand je vais accompagner des gens. Je peux avoir confiance en ma capacité d'apprendre, d'accompagner, etc. Mais ce qui me semble vraiment important, c'est de faire confiance en l'autre. Et en découvrant cette théorie d'Erickson qui disait mais arrêtez de chercher à avoir confiance en vous, essayez d'avoir confiance en l'autre, il y a quelque chose qui m'a paru vraiment très très juste. Si vous avez l'occasion un jour de regarder une petite vidéo d'Erickson avant la fin de sa vie, il y a eu quelques films qui ont été faits sur lui, sur ses démonstrations et tout ça, peu malheureusement. On voit dans son regard qu'il regarde l'autre de façon assez, presque comme un enfant regarderait quelqu'un pour la première fois. C'est un petit enfant qui regarde presque émerveillé une personne en se disant mais comment ça fonctionne à l'intérieur de cette personne? Erickson, à la fin de sa vie, il a quasiment 80 ans. Il a vu des milliers et des milliers de personnes. Ça fait 60 ans qu'il pratique. Et il regarde encore les gens comme si c'était la plus belle chose du monde. Comme un nouveau-né découvre le monde. Et c'est ce que je trouve très très beau chez ce praticien. Moi, c'est ce qui fait que l'hypnose m'a touché. C'est ce praticien qui m'a donné envie d'apprendre tout ça, puis de rester un peu dans cette philosophie-là. C'est cette incroyable capacité à se dire que les gens étaient capables d'être libres. Et qu'il fallait peut-être les aider à le trouver. Mais que cette liberté, elle existait profondément à l'intérieur d'eux. Donc voilà, je décrochais un petit peu, mais c'était juste pour dire que je vais partir de ce que tu m'offres là. On va essayer d'explorer ce que ça donne, ce que tu amènes là. Et après, tout est possible. Et c'est intéressant en tout cas de partir de cette image que tu as donnée, de passer, avancer, etc. Là, tu la ressens, la douleur? Oui. Super. C'est mon côté sadique, ça. Sur une échelle de 1 à 10, où 10, c'est vraiment la pire douleur que tu as jamais imaginée. Oui, non, là, ça va, c'est 2-3. C'est à 2-3, ouais, d'accord. Ouais. Oh, c'est cool. Ouais. Okay. Quand tu marches, c'est un peu plus? Oui, ça peut être plus. Oui. Ça peut être plus, d'accord. Et quand je reste debout en statique, encore plus. D'accord. J'aimerais juste que tu me dises, si tu devais donner une couleur à cette douleur, elle est de quelle couleur? Bleu. Elle est bleue, d'accord. Si tu devais
Observe cette douleur là comme ça, assez simplement. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a du mouvement dans cette douleur? Oui, elle n'est pas toujours au même endroit. Oui. Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle tourne? Est-ce qu'elle oscille? Est-ce qu'elle pulse? Non, elle pulse pas. Elle s'installe. Hein. Et puis, tant que je ne suis pas en repos, en fait, elle reste là. D'accord. Elle s'installe. On va faire un petit jeu. Tu vois, c'est un peu bizarre, mais on va imaginer, tu m'as dit qu'elle était là, imaginons que je puisse prendre cette douleur bleue dans la main. Ouais. Et voilà, la tenir comme ça, c'est ta douleur. Hein. Donc je ne vais pas la faire tomber, rassure-toi, je suis très très précautionneux avec la douleur des gens. Regarde là, découvre-la comme ça. Est-ce que déjà le fait de l'imaginer là change quelque chose là? Oui. Oui, ça veut dire quoi? Ça change quoi? J'ai moins mal. Ah oui, d'accord. Je vais juste jouer un petit peu avec, comme ça je la déplace un peu. Je me permets, rassurez-vous, hein, c'est sa douleur, hein, ça va pas. C'est pas contagieux, je veux dire, c'est pas. Ça fait quoi quand elle est à cette distance? Mais je la sens pas, je la sens encore moins, ouais. Sur cette échelle de tout à l'heure, c'était à 2-3, là, ça a combien? C'est 1. 1, d'accord, Ouais. ok. Ouais. On va imaginer quelque chose, je me tourne, du coup je te la cache un peu. Ouais, tu sais qu'elle est bleue, mais tu la vois plus. Ça fait quoi? Elle est toujours un peu là quand même. Hein. Toujours un petit peu là? Ouais, ouais. Et alors on va faire quelque chose, on va juste imaginer que c'est comme un objet, c'est comme une matière, c'est comme quelque chose qui peut exister. L'imagination fait exister les choses, je pense, quelquefois. Et tu sais, je sais pas si. Moi, je jouais à ça quand j'étais petit, je m'amusais à écouter le silence jusqu'à y entendre des sons qui n'existaient pas. Oui, non. T'as jamais fait ça? Je fais des jeux bizarres déjà petit, tu sais. J'avais d'autres jeux, mais pas celui-là. D'accord. Je me rappelle, j'étais tout seul dans ma. Il y a d'autres qui faisaient ça quelquefois, la nuit comme ça, il n'y avait pas de bruit, puis j'écoutais. J'entends quelque chose quand même. Je finissais par me faire peur quand je faisais ça. Oui, ce genre de choses, oui, si j'ai connu. Ah, oui, d'accord. Oui, quand même, oui. Oui. Et c'est fou comment on finit par halluciner des choses quand on fait ça. Oui, ouais. Je me rappelle, une fois, j'étais persuadé d'avoir entendu un truc sous le lit. Alors, je sais pas, j'avais 7-8 ans, j'étais terrorisé, je me disais qu'est-ce qui se passe, etc. J'essayais de me dire que c'était une souris ou un truc comme ça. Mais à 7-8 ans, notre imagination, quelquefois, déborde un petit peu, donc je m'imaginais plein de choses. Et du coup, j'essayais de surprendre le truc qui était sous le lit. Bah oui, il faut bien... Oui. Mais bon, après, je m'endormais au bout d'un moment. Et imaginons que cette sensation-là, je viens juste la mettre près de ton coude, comme ça. Hop, juste là. Ça fait quoi quand on fait ça? De la chaleur. De la chaleur, d'accord. Et au niveau du pied, là? Mais il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose, d'accord. Ce que je vais te proposer, je la reprends un petit peu, je vais te proposer juste de tendre la main. Et puis, de l'autre côté. Voilà. Je ne voulais pas lâcher ta sensation. Ouais, mais c'est très bien. Et hop, je te confie cette sensation. Tu vas la mettre dans ta main. Voilà, j'aimerais que tu la regardes, que tu la sentes. Tu as dit qu'il y avait de la chaleur, peut-être qu'elle est chaude. Peut-être que sa couleur bouge, évolue. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent dedans. Et je vais te proposer à un moment donné simplement de fermer les yeux comme si tu pouvais voir à travers tes paupières pour regarder cette sensation dans ta main. J'aimerais juste que tu me dises ce qui se passe quand tu fais ça. J'ai l'impression que c'est un globe. J'ai l'impression que c'est un globe. Ouais. Tu vas imaginer que tu plonges ton imagination à l'intérieur, que tu rentres à l'intérieur de cette sensation, comme pour visiter ce qui s'y passe. Et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui vient quand tu fais ça. Tout est bleu à l'intérieur. Oui. J'ai l'impression de rentrer dans une boule. D'accord. Et il y a une lumière bleue aussi. Et c'est vide à l'intérieur. Ok. Est-ce qu'il y a une sensation? Du silence. De silence. Au niveau du pied, c'est comment? C'est un peu tendu. C'est un petit peu tendu, d'accord. Maintenant, j'aimerais que cette partie de toi qui génère ce qu'il y a dans la main, qui génère ce qu'il peut encore y avoir un tout petit peu dans le pied, qui a peut-être généré quelque chose il y a quelques mois maintenant, j'aimerais que cette partie de toi, elle commence à s'approprier ce qui est en train de se passer. J'aimerais qu'elle commence à réagir à ce qui est en train de se passer. Tout à l'heure, la personne qui était là avant toi, à un moment donné, j'ai suggéré que sa tête devenait lourde, et sa tête est devenue lourde et a commencé à pencher. Pour toi, je vais te suggérer que cette sensation, même si elle a évolué depuis tout à l'heure, elle puisse communiquer avec toi. Je vais lui poser une question. Si la réponse est oui, tu vas avoir l'impression que tout diminue, l'expérience du pied, l'expérience qui est dans la main,
peut-être même la couleur, peut-être même la chaleur, peut-être même tout ce qui est lié à ça. Et si la réponse est non, ça va au contraire amplifier. Amplifier la sensation dans la main, dans le pied, réagir comme quelque chose qui vient légèrement grandir. Et de cette façon, cette partie de toi pourra communiquer par l'intermédiaire des amplifications, des réductions. J'aimerais demander à cette partie de toi si elle est d'accord pour ça. Et si elle est d'accord pour ça, tout va sembler diminuer. Et j'aimerais que tu me dises ce qui se passe à ce moment-là. La boule, elle est plus petite. Elle est plus petite. Et au niveau du pied, c'est comment? Là, actuellement, j'ai pas de douleur. Pas de douleur au niveau du pied, très bien. J'aimerais savoir si cette douleur, elle attend quelque chose avant de partir. Et pareil, elle peut réagir à l'intérieur et tu peux en comprendre quelque chose. Une autorisation, peut-être. Une autorisation, d'accord. Alors j'aimerais savoir si cette douleur, cette sensation et cette partie de toi qui gère ça, elle pense que tu es capable maintenant de l'autoriser à partir. En fait, j'ai peur. Ok. Alors c'est cette peur-là que tu vas commencer à explorer. C'est comme si cette sensation, elle avait juste été un chemin qui t'amenait à cet endroit-là, là où il y a cette peur. Et à partir du moment où cette peur arrive, ce travail commence. Ça va être comme si tu pouvais aller regarder cette peur, mais t'en approches pas trop pour l'instant, pour que ça reste confortable à vivre ce qui va se passer. Tout à l'heure, peut-être même que tu pourras traverser cette peur parce qu'elle aura évolué, parce que tu auras appris des choses. Mais pour l'instant, sans que tu peux t'en approcher, sans trop t'en approcher, comme s'il y avait la bonne distance à trouver. La ressentir, juste assez pour travailler sur ce qui va se passer. À partir de là, quelque chose va commencer à réagir un peu dans ton corps. L'état d'hypnose va commencer à se transformer. Cette main, elle va commencer à bouger toute seule, elle va commencer à s'élever, elle va commencer à partir dans une direction, comme si elle était agie par quelque chose d'autre que la partie consciente. Elle commence à bouger. Et c'est comme une métaphore de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cette main et puis ce bras ensuite vont commencer à bouger. Comme si ça avait son propre rythme, comme si ça commençait à bouger de manière non consciente, comme si ça avait une direction à montrer, comme si ça avait quelque chose à attraper, comme si ça avait quelque chose à conduire. C'est intéressant d'observer un bras qui bouge en dehors des mouvements habituels. Quelque chose d'autre est en train de se mettre en mouvement à l'intérieur. Quelque chose d'autre bouge et résonne à ce qui est en train de se passer. C'est comme s'il y avait instinctivement une direction à trouver, quelque chose à reconnecter. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu ressens à cet instant. De l'amour. De l'amour? Ok. Alors cette émotion, elle peut aussi t'entraîner quelque chose, comme si elle était une autre étape d'une histoire. Dans beaucoup de livres, dans beaucoup d'histoires, un personnage passe par plusieurs couleurs émotionnelles, par plusieurs endroits, plusieurs apprentissages. Il y a une chose qu'on retrouve dans quasiment tous les scénarios, dans chaque histoire qu'on raconte. Un personnage se retrouve confronté à une difficulté. Et cette difficulté va être la meilleure occasion qu'il ait dans sa vie d'apprendre quelque chose de nouveau. La question ensuite, c'est comment il va apprendre ça? Quel détour, quel chemin étonnant il va trouver pour apprendre ça? Dans quasiment aucune histoire, le héros passe par le chemin le plus direct. Il y a souvent des choses à trouver et des choses inattendues. Des alliés parfois, des compétences étonnantes, des leçons à comprendre, des émotions à traverser. On ne crée pas seulement ces histoires pour étonner le spectateur, mais peut-être parce qu'elles symbolisent quelque chose dans chaque parcours, dans chaque vie. Ces moments où on accepte que l'inattendu nous guide, que quelque chose de nouveau puisse se créer à l'intérieur. La partie de toi qui a imprimé pour l'instant cette douleur qui fait que ça n'est pas guéri aussi facilement que ça aurait pu, elle a sans doute eu ses raisons jusqu'à maintenant et il ne s'agirait pas que la douleur parte complètement tant que c'est pas guéri. Mais peut-être que ce qui est en train de se passer là peut aider le corps à faire ce qu'il a à faire. Peut-être surtout que
si ça avait vraiment une réalité symbolique, tu peux en comprendre tout ce qu'il y a à comprendre pour qu'à l'avenir, tu puisses passer à d'autres fonctionnements plus agréables et plus constructifs. Comme si tout ça était juste une opportunité pour apprendre. Et si, peut-être que ça arrivera, cette douleur part très vite parce que ça guérit très bien, alors c'est une très bonne chose. Si ça continue encore un peu, si ça met un petit peu de temps, ça peut être aussi intéressant. J'aimerais juste que cette partie de toi puisse faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Sans forcer, sans retenir. Et puisqu'il y a cette belle émotion qui passe à l'intérieur, peut-être que ça commencer par ça. Puisque la main est posée là, j'aimerais que tu te connectes à la manière dont ce qu'il y avait dans la main tout à l'heure s'est transformé. Parfois les choses changent, évoluent, et on ne les reconnaît pas tout à fait. Tu sais, c'est comme quand on n'a pas vu quelqu'un depuis très longtemps et que pendant un instant, c'est pas tout à fait la même personne. Parce qu'elle a changé. Puis parfois on rentre dans une expérience et quand on ressort, on a changé, et il y a quelque chose en nous qu'on ne reconnaît pas tout à fait. Et ça peut être amusant. Quand dans quelques instants, tu vas rouvrir les yeux, je me demande ce qui va attirer ton attention. Quand dans quelques instants, le corps va retrouver son fonctionnement habituel, Merci. ça avait l'air très beau. Oui, c'est vrai. C'est comment à cet endroit-là? Ben là, ça va. Bah oui. N'importe quoi. Hein. Oui. J'ai bien fait de venir. Bah oui, on dirait. Tu rentres en marchant? Ben oui. D'accord, fais attention quand même. Oui. Ok. D'accord, merci. Et à l'intérieur, c'est comment là? Mieux. Mieux? Oui, mais j'étais assez tendue quand je suis arrivée. Ouais, ça sentait un petit peu. Ouais. Et là, c'est... Là, ça va mieux. Hein. Oui. Ok. Ici, c'est ouvert. D'accord. C'est un joli mot quand on dit que c'est ouvert, je trouve. Ça donne l'impression qu'il y a des choses qui peuvent rentrer, qu'il y a des choses qui peuvent venir. Ouais. Explore un petit peu tout ça. Puis pareil, si Daya, tu as envie de partager ton expérience, de me dire un peu ce qui se passe après, peut-être que... Tu sais, souvent on rêve la nuit de plein de choses après une séance comme ça. On a travaillé à un niveau, un autre niveau inconscient, ça continue à brasser des images, des sons, des sensations, enfin ça continue à bouger, ça continue à évoluer. Si tu as envie de partager ça après, voilà, en tout cas j'aime bien voir un petit peu les histoires après des personnes pour savoir comment ça se passe, hein, tout simplement. D'accord. Et puis d'ici là, je ne sais pas si tu te souviendras vraiment complètement de cette séance, mais ce n'est pas très important. Mais il se peut, d'ici quelques jours, en tout cas ça arrive assez souvent sur ce genre de séance, il y a des petites prises de conscience qui viennent, il y a des souvenirs qui remontent, des choses comme ça. Voilà, tu peux accueillir ça tout simplement. Merci. C'était un plaisir. Merci. Au revoir, Et merci. Doula. Pardon. Merci. Merci. Merci.